mes parents ont fait un peu d'IMO, mais ça n'a jamais parlé de cash flow à la maison. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans ce nouvel épisode, je reçois Guillaume Malguir du site Club Immobilier. Serial investisseur immobilier et infopreneur, Guillaume et sa compagnie Milly ont beaucoup investi mais également accompagné de nombreux autres investisseurs. Je vous laisse donc découvrir son parcours. Eh bien, merci déjà Guillaume d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Développement Royal. Guillaume Malguir, je prononce correctement ton nom de famille, Guillaume? C'est bon, tu t'es pas trompé. Je me suis pas blairé. Super. Guillaume, moi je t'ai rencontré à l'époque, on en parlait juste avant d'enregistrer, sur les rencontres, les meet-up notamment de rendement locatif, des différents personnes de la sphère immobilière et notamment francilienne. Depuis, tu as fait pas mal de parcours, je te suis un peu de loin, un peu sur les réseaux, etc. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, comme tu l'as dit, merci en tout cas pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Malguir. Je suis... alors, c'est assez difficile de se définir à un moment donné quand on a fait, entre guillemets, plein de choses et on sait plus trop ce qu'on est. Mais à la base, investisseur, pour moi, investisseur immobilier, spécialisé dans les immeubles de rapport et je dirais même spécialisé dans les immeubles de rapport à la campagne ou dans les petites villes. C'est un peu comme ça que j'ai démarré en 2013, vraiment sur le fait d'aller dans des zones rurales dans lesquelles, à l'époque, la plupart des gens considéraient que c'était un mauvais choix ou en tout cas que c'était trop risqué pour s'y aventurer. Et puis après, j'ai fait d'autres choses. Je sais pas si on en parlera au cours de la session, mais voilà. En gros, moi, j'ai commencé comme ça. Je suis un ancien conducteur de travaux. Je faisais de la conduite de travaux avant. J'ai fait des études là-dedans à Toulouse. Je suis toulousain de base. Et après, je suis allé un peu sur Bordeaux, puis après en région parisienne. Et c'est quand je suis arrivé, on va dire, en région parisienne que j'ai commencé à investir, mais pas du tout dans la région parisienne. C'est une bonne introduction. Effectivement, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va rebondir. On va avoir l'occasion de détailler, notamment pour ceux qui connaîtraient pas la genèse du projet. Moi, j'en ai un peu la primeur, mais je réserve la surprise pour la suite. On va reprendre du début. On a toujours l'habitude sur le podcast un petit peu de retracer. Donc, conduite de travaux de formation. Si on repart un peu plus loin en arrière, tu as grandi dans quel coin? Moi, j'ai grandi à Toulouse, enfin à côté de Toulouse, D'accord, dans une 100% voilà. toulousain, quoi. Ouais. Alors pas toulousain, c'est comme les faux Parisiens, tu sais, c'est en banlieue toulousaine, ce qui est pas pareil. Donc ouais, j'ai grandi en banlieue toulousaine. Je suis resté là-bas pendant en fait, depuis que je suis né jusqu'à la fin de mes études. Moi, j'ai un bac, j'ai fait la fac, donc j'ai un master en génie civil, à la base de conception d'ouvrages d'art et bâtiments. Donc, j'étais plutôt fait pour du bureau d'études et pas pour la partie conduite de travaux. Et en fait, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Et après 5 ans, c'est dommage. Voilà. Après 5 ans, c'est un problème de se rendre compte qu'au bout de 5 ans, qu'en fait, on n'aime pas du tout ça et qu'on aime c'est être sur le terrain et pas du tout être au bureau, en fait, derrière un ordinateur. Ok. Et justement, si on reprend encore toujours dans cette partie-là, dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu avais frères et sœurs, tes parents faisaient quel genre d'activité? Alors moi, j'ai une petite sœur qui a 7 ans de moins que moi mais mon père était prof et ma mère alors elle a eu plein de métiers, mais elle travaillait à un moment donné à la SNCF, puis après elle était CPE dans le même lycée que mon père à 200 mètres de la maison. Donc en termes d'aventure, on n'allait pas très loin, on allait à 200 mètres de la maison, ils rentraient tous les midis pour manger ensemble, ils travaillaient ensemble. Okay. Voilà. Pas à ce moment-là dans ton environnement familial des fois quand tu fais un petit peu le retour en arrière, tu te dis tu revois une figure qui t'a inspiré alors à la fois finalement ton choix professionnel, enfin au début ton choix d'études dans le bâtimentaire et ensuite ce que tu vas lancer, il y a quelque chose qui te dit il y avait un comment dire le germe du truc ou pas du tout? Un peu en fait. C'est-à-dire que mon grand-père était architecte. Mais architecte la nuit, c'est-à-dire qu'il travaillait à la mine la journée et architecte la nuit parce que il avait ses grands-mères à la maison et que c'était le seul à travailler, tu vois, avec les 3 enfants, etc. Donc du coup, il devait faire 2 boulots. Et donc je pense qu'il y a eu un amour un petit peu sur le côté architecture. Et d'ailleurs, je voulais faire des études d'architecture à la base. Donc en fait, j'étais trop mauvais à l'école et du coup, j'ai pas été pris en école d'archi.
Et pour info, j'ai fait une demande en école d'archi, j'ai pas été pris. Après, je me suis dit, bon, allez, c'est quoi la suite? La suite, c'est bon, tant pis, je vais faire un IUT. J'ai fait une demande en IUT, j'ai pas été pris. Donc, j'ai dit, bon, bah, vas-y, c'est mort, je vais à la fac. Et voilà comment ça s'est passé. D'accord. C'était trop mauvais, même pour aller en IUT. Donc, je suis allé à la fac. T'avais une relation très, très proche avec ton grand-père, du coup, qui était archi, comme tu dis, archi la nuit? Ouais, il était, enfin, moi, j'aimais beaucoup le dessin. J'aimais bien dessiner. Donc, j'avais cette approche un peu artistique et l'architecture me plaisait. Dans le concept. Donc sur la partie architecture, je pense que ça vient de lui. Et après sur la partie IMO, un peu mes parents, c'est-à-dire que mes parents ont fait un peu d'IMO, mais en bon père de famille plus, quoi. On va dire, c'est-à-dire, bah, ils avaient acheté. Il faut dire que quand tu avais acheté il y a 30 ans, t'as acheté autour de Toulouse il y a 30 ans. C'était difficile de faire une erreur, quoi. N'importe où t'achetais, 15 ans après ou 20 ans après, tu faisais x2, x3, x4, quoi. Donc, je sais pas si c'était vraiment une énorme capacité qu'ils avaient à trouver des biens viables, mais ils ont jamais acheté d'immeuble, par exemple, ça n'a jamais été voilà. Mais ils ont acheté genre une deuxième maison et tu vois, 2 apparts, quoi. Mais il y avait quand même un peu cette idée, Ouais. mais ça n'a jamais parlé de cash flow à la maison. Il n'y avait pas de tabou sur l'argent, mais ça parlait pas de cash flow, de rentabilité, etc. Ça, c'est une Mais notion que j'ai jamais entendue. il y avait quand même une culture parce que finalement, pour des gens qui étaient à la fin tous les deux fonctionnaires, enfin un instinct, Ouais, ta maman qui est ouais, revenue en tant que fonctionnaire, il y a quand même cette idée, cette préoccupation de préparer quelque chose et de placer l'argent. Alors pour le coup, dans la pierre, c'est très franco-français, on va dire, ouais. c'est un réflexe, mais quand bien même plus que sa résidence principale, donc il y avait quand même un petit peu de culture. Ok. Ouais, il Euh, y avait une culture, enfin, en gros, il y avait une culture aussi et surtout liée au fait d'être économe. Mes parents sont très économes et du coup, entre guillemets, j'ai pris de ce gène-là, si tu veux, lorsque moi j'ai commencé aussi à investir ou lorsque j'ai commencé à gagner ma vie, où je faisais vraiment très, 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 très attention à ce que je dépensais pour moi quand je faisais les cours, quand je faisais tout, T'étais je un faisais genre de très attention. frugaliste? Bah, en fait, enfin, ça n'était négatif dans le sens où je passais un temps fou à faire les courses pour gagner 2 balles, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'était Pre- insupportable, quoi. presque maladif, quoi. Mais du coup, T'étais le daddy mood, quoi. ce qui est important, c'est que c'était enfin, comment dire, au dépend de la qualité. C'est-à-dire que du coup, j'achetais de la merde, quoi. Je bouffais de la merde, Ouais, juste pour payer moins cher et mettre pour plus de gratter. côté. Ouais. Pour gratter, mettre de côté. Et après, c'est ce qui a fait aussi que derrière, la banque, elle aide. Clairement. Appelons un chat un chat. T'étais la définition du pingre, quoi. Ouais, mais clairement. Mais par Ouais, contre, clairement. ça me dérangeait pas d'offrir pour des gens. Mais par Ah, contre, voilà, pour moi, personnellement, je ne faisais aucune dépense. Voilà. Ça super vient cool. de mes parents, quoi. Ouais. Ça vient de mes parents, clairement. Pourtant, tu viens de nous dire que t'étais toulousain, t'étais pas auvergnat. Oui, mais mes parents, mon père a des origines avéronaises. Donc, Ah ouais, c'est voilà, que je suis je vous corsé là. explique, Non, sans vouloir froisser personne, on plaisante. bien Ok. sûr. Donc tu fais ton cursus, tu te mets à bosser. Quel va être le premier élément fondateur, le premier déclenchement de ta série d'investissements? Ça a été en priorité, je pense, des échecs liés à la bourse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru, en fait, quand j'ai gagné mes premiers euros, je me suis dit comment je vais gagner ma vie tranquille, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais aller sur Boursorama. Et à l'époque, sur Boursorama, alors ça existe encore, hein, t'as un forum où tout le monde parle, etc. Et moi, je passais mes journées sur les forums à regarder ce qui se disait pour essayer de trouver des idées de placement, etc. Et donc, je jouais en gros tous les mois mon salaire. Tous les mois, je dépensais mon salaire en bourse. Et des fois, tu gagnais 300 balles et après, bah, la plupart du temps, tu en perdais 1000, quoi. Et ce qui fait que la première année où j'ai commencé à travailler, à la fin de l'année, bah, j'avais dépensé tout mon salaire. Donc, j'avais rien gagné du tout. Et j'avais tout perdu parce que je faisais n'importe quoi, parce que je faisais je mettais, tu vois, je faisais du x10, donc je mettais comment ça s'appelle, tu vois, des coefs pour que ça aille plus Des vite, leviers? Ouais, des leviers, et du coup, bah, je faisais n'importe quoi, mais sans aucune réflexion, sans aucune formation. Et à la fin, du coup, au bout d'un an, je dis, vas-y, c'est bon, j'arrête la bourse, je suis nul, et j'ai plus jamais retouché à la bourse depuis, parce que j'ai trop peur, en fait, ça me fait peur. T'as créé, alors que, bon, ici, l'objectif n'est pas de faire du conseil en investissement boursier ou quoi que ce soit, mais euh, ce que tu as expérimenté, c'est les gens qui essaient de battre le marché. On dit Hum. souvent que les professionnels ont du mal, et je crois que l'AMF a des stats là-dessus, genre 90% ou 99% des boursicoteurs amateurs qui tentent de battre le marché se font Bah oui. se font plumer.
Voilà, c'est un métier, un trader pro, c'est un métier. Même si, d'ailleurs, l'AMF reconnaît le statut de trader indépendant, en fait. Mais c'est assez marrant parce que tu n'es même pas revenu, alors que maintenant tu es doué de raison et tu sais les choses, tu n'es même pas revenu en mode tracker, action à dividende et tout. Tu étais vraiment resté éloigné du truc, quoi. Genre la frousse. Non, c'est en fait quand j'ai voulu m'y réintéresser, en fait, il y a eu la crypto en même temps et du coup, j'ai pris le virage de la crypto plutôt que celui de la bourse. D'accord, ok. Voilà. Donc là, tu as quel âge quand tu fais cette première expérience? Cette première expérience, je dois avoir, je sais pas, 24 ans peut-être. Ok. Et là, donc, tu te dis, ok, je touche plus à la bourse et tu dis, je mets les doigts dans la confiture de l'immobilier, quoi. Ouais, c'est ça. Je mets les doigts dans l'IMO, mais moi, je suis toujours très impulsif. Donc, quand je fais un truc, je le fais vite. Et je savais déjà que je voulais des immeubles parce que j'avais eu, si tu veux, par expérience via mes parents, entendu tellement de merde avec les copros. Si tu veux, qu'il y a tellement de problématiques de copros, de dégradation d'ascenseurs, etc. Et j'avais l'impression que tout l'argent qu'ils gagnaient le remettait après dans la copro, que je me suis dit, non, mais moi, jamais de la vie, je veux de la copro. Donc, je veux soit des maisons, soit de l'immeuble. Et je sais pas d'où ça m'est venu cette histoire d'immeuble parce que je te dis c'est juste je savais que je voulais pas de copropriété. Donc je pense que c'est comme ça que ça. C'est par refus de l'autre truc que tu t'es dirigé vers ça. Et, Ouais. et donc là, tu as 24 et tu cherches ton premier immeuble. Et comment ça va qu'est-ce que tu trouves alors? Eh bien en fait tout ça c'est assez flou aujourd'hui encore parce que ça fait quand même longtemps. Ça date de 2012. Donc c'était en 2012, tu vois, ça fait 10 ans que j'avais commencé à m'intéresser à tout ça. Et je visite franchement très peu de biens. Je me rappelle même pas en fait les biens que j'ai visités avant d'acheter mon premier immeuble. Donc je pense que genre le deuxième immeuble que j'ai visité, je l'ai acheté. Okay. Ouais, donc tu me disais c'était un peu lointain finalement cette jeunesse parce que effectivement ça date d'il y a 10 ans et que l'origine ou le choix du premier immeuble, hormis le fait que tu voulais vite implémenter, ça s'est fait, on va dire quasiment sur un coup de tête, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, euh, ça s'est fait sur un coup de tête. J'ai visité. Alors moi, je me rappelle que de la dernière, enfin, de la seule visite que j'ai faite, c'était celui de l'immeuble que j'ai acheté, c'est-à-dire en décembre 2012. Je m'en rappelle, il pleuvait, il faisait un temps de merde. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'avais donné ma démission. Donc, je partais à la fin du mois de décembre. J'étais à Bordeaux à l'époque. Je travaillais à Ah oui, Bordeaux. tu avais déménagé à ce moment-là. J'avais Tu donné étais ma. parti de Toulouse. Ouais, c'est Ouais. ça. J'étais parti de Toulouse. J'ai fait mon stage de fin d'études en fait enfin mon stage, ouais, ma finalisation de stage, on va dire à Bordeaux. Et à la suite de ça, j'ai été embauché. Et du coup, avant de quitter pour aller rejoindre la région parisienne, bah, du coup, j'ai visité mes immeubles. Tu t'es dit, Ce qui est très malin, qu'est-ce que tu je peux vois. faire avant mon Voilà. déménagement? Je peux acheter un immeuble. Voilà, c'est ça, avant de déménager. Donc là, j'allais partir et je visite un immeuble qui était entièrement loué, mais avec une particularité, c'était dans un village de 250 habitants. Euh, ça m'a pas fait peur du tout, en fait, parce que je me suis même pas posé la question, tu vois. Je me dis juste, c'est loué, donc c'est louable. Je suis parti juste de cette hypothèse-là, quoi. C'est loué, c'est louable. C'était affiché à 150 000 euros, 1500 euros de loyer mensuel. Et j'ai dit, bon, bah, ok, bah, j'achète. Combien le prix, tu dis? 150 000 euros, il y avait Cité 2. Cité de 150 000 et tu percevais combien de loyer, tu dis? 1500 par mois, 18 000 par an. Ok. Et du coup, c'est celui que tu l'as pris alors? Ouais, je l'ai pris. C'est le premier immeuble que j'ai acheté. Pas vraiment de négo. J'ai pas été très bon, clairement, sur ce premier investissement. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai cru que genre le marché était tendu, tu vois. Je me suis dit, merde, putain. 250 habitants, ça peut partir. Mais il va y avoir au moins 10 mecs dessus, quoi. Il va y avoir au moins 10 mecs dessus. Mais parce que moi, quand je vois une rentabilité, les gars, à 12% brut comme ça. Qui te tend les bras, Ben ouais, mais j'ai jamais vu ça. J'imagine, je me retrouve avec Cité 2 à l'époque. Donc j'étais en location à Bordeaux. Je venais de perdre un an de serre à la bourse. Exactement. Pour faire moins 10% pour. Et là, ce qui se passait, c'est qu'en plus, donc, moi, j'étais à Bordeaux. À Bordeaux, j'étais en location. Et quand j'étais en location à Bordeaux, je me rappelle, le propriétaire que j'avais, il avait genre 2 ou 3 appartements à Bordeaux. À l'époque, ça valait beaucoup moins que maintenant, hein, Bordeaux en 2012. Hein. Et je trouvais ça incroyable, tu vois. Et là, je me dis, putain, Guillaume, tu peux te retrouver à acheter 6 T2 d'un coup, quoi. Ouais. Et là, c'est incroyable, quoi, tu vois. Et j'étais en réflexion, en train de me dire, est-ce que j'achète cet appartement-là? Ou est-ce que, enfin, cet immeuble-là?
ou est-ce que, comme je déménageais en région parisienne, est-ce que je cherche à acheter une petite maison dans la campagne, vraiment campagne, hein, lointaine, parisienne? Parce que moi, j'allais aller travailler dans le 77, donc je pouvais aller chercher un truc assez loin. Et bon, quand tu fais des calculs rapides, tu t'aperçois qu'il vaut mieux, en effet, acheter un immeuble et être locataire en région parisienne que l'inverse. Mais tu as quand même Voilà été comment. fort, enfin, psychologiquement, tu as été fort parce que le risque, enfin, le risque, il est souvent là, le cut. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais, mais mon confort, avoir ma maison, etc. Et toi, tu as réussi, encore une fois, par cette aussi, pas un peu par cette éducation, de te dire, non, je vais pas, entre guillemets, céder au champ des alouettes, quoi. Je vais pas prendre cette option-là de confort. Je vais d'abord moi, je dis souvent en rigolant, les locataires sont mieux logés que moi, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, qui est fondamental aussi pour toi et moi, on le sait, mais pour ceux qui nous écoutent, quoi. C'est d'avoir cette espèce de résistance, de prendre cette espèce de recul, de regarder sous le scope, comme tu dis, des chiffres et des trucs pour arriver à garder à tenir le bon bout, quoi. À pas. Bah oui, parce que moi, je me retrouvais avec un immeuble, si tu veux, de cité 2 de 35 mètres carrés chacun, avec certains un balcon, certains une terrasse. Et moi, j'avais loué un appartement à distance, parce que j'avais pas le temps d'aller à Paris pour le visiter, sur un site tout pourri, là, où j'ai loué à distance. Je suis arrivé, il y avait une fenêtre dans mon studio qui faisait 18 mètres carrés. J'avais genre tout juste une lumière, des meubles bleus, tout était bleu, horrible, et un appartement vraiment affreux, quoi. Et qui était beaucoup moins bien que tous les autres que j'avais à la location. On va continuer de développer, mais pour être tout à fait franc, t'as eu un doute ou pas après? Enfin, je veux dire, t'achètes, t'y vas à fond, tu te retrouves dans ton truc tout bleu de 18 mètres carrés, tu repenses à l'autre alternative qui était ta maison à la campagne, un peu sympa, machin. Tu t'es pas dit pendant 30 secondes à un moment donné, ah putain, merde. Non, parce que je voyais les loyers qui tombaient tous les mois, tu vois, et ça faisait la diff. Exactement. Ouais. Tu vois les loyers qui tombent tous les mois, et là, quand t'as un doute, tu regardes le relevé de compte et tu dis c'est bon, j'ai fait le bon choix. Parce que, en fait, moi, la réflexion, elle était simple. Elle était de me dire, Guillaume, tu vas bosser pendant 3 ans, des fois 4 ans dans une boîte sans augmentation. Tu vas devoir te prostituer pour gagner 100 balles d'augmentation à la fin de 2 ans ou 3 ans. Et là, tu arrives et tu fais 500 euros de cash flow par mois, tu vois, sur une opération avec 150 000 euros, ou même si c'était 200 000 euros. C'est énorme. Clair. Donc derrière, ça veut dire que je gagne un temps incroyable. Donc moi, je comparais le cash flow que je gagnais par rapport aux augmentations de salaire que je pouvais avoir. Je me disais, mais pour avoir l'équivalent de 300, 400 ou 500 euros par mois d'augmentation, il va falloir que j'attende des années et des années. Et là, je gagnais un temps fou. Un point qui est important, qui revient souvent, t'avais quoi comme rémunération à l'époque, tu te souviens? T'étais sur quel quand j'étais à Bordeaux, j'étais sur 1800 euros net avec voiture. J'avais une voiture puisque j'étais conducteur de travaux, donc on avait une voiture de fonction. Ok. Donc voilà. Ça c'était le premier. T'as donc 25 à peu près. Tu fais ce premier achat. Ouais. Ça se passe bien. Tu changes de job. T'es à Bordeaux. Comment va se passer, on va dire, toute la phase de croissance? Là, tu nous dis que c'était un événement fondamental il y a 10 ans. On se projette maintenant à aujourd'hui. Quel a été un peu si on fait vitesse accélérée sur l'enchaînement. Puis il y a un élément qui est aussi important, c'est que toi tu le fais après, enfin depuis tu l'as fait ensuite avec ta compagne, Émilie, je crois, c'est ça? Oui, avec Émilie, ouais. Ouais. Et comment, alors raconte-nous un petit peu l'enchaînement solo, puis après l'enchaînement avec Émilie. En fait, ce qui se passe, donc là, moi, je visite, comme je vous dis, en décembre 2012. J'arrive à Paris en janvier 2013. Donc vraiment, hein, c'est genre 3 semaines après, je démarre mon job à Paris. Et j'avais rien. Pour vous donner une idée un peu à quel point j'avais un lapin à l'époque. Et j'arrive, je déménage en train. Donc j'arrive avec juste une valise, une cage avec un lapin dedans. Et j'arrive à Paris comme ça. Et j'ai mon pote qui vient me chercher et qui m'amène à l'appartement. Et j'arrive, j'avais pas de téléphone. Parce que moi, j'avais que le téléphone de la boîte, j'avais pas d'ordi, j'avais rien. Pour moi, tout était à la boîte. La preuve, genre, ils ont dû venir me chercher chez moi quand j'ai commencé mon premier job, parce que j'avais pas de voiture et j'avais pas de téléphone portable. Tu vois. Donc moi, j'étais full. Non, attends, je prends le téléphone de la boîte, je prends tout de la boîte, je prends rien à mon nom pour économiser tout ce que je peux. Voilà. Donc c'était vraiment ça. Donc en avril, en gros 2013, je signe l'acte authentique de cet immeuble et je commence l'exploitation qui était déjà démarrée puisque c'était déjà loué. En fin d'année 2013, j'en peux plus de l'appartement dans lequel on vit. Ça fait 1 an. Émilie, je l'ai rencontrée en gros peu de temps après arriver à Paris, hein, en gros un mois ou 2 après être arrivée à Paris. Mais elle n'est pas parisienne. Elle est de région parisienne. Si. Elle était de région parisienne.
Et à la fin d'année, je dis, j'en ai marre, Émilie, je donne mon préavis, on se casse de cet appartement. On était tous les deux à vivre avec un lapin dans 18 Dans mètres 18 mètres carrés, carrés. vraiment horrible, l'appartement horrible. Quand Et tu vous prenais étiez de la plus douche, il y étudiant. a tout qui allait partout. Et vous étiez plus étudiant. Émilie était étudiante. Émilie était encore étudiante. Elle habitait à Cergy, donc elle faisait 1 heure et demie de transport le matin, 1 heure et demie de transport le soir. Et moi, non, j'étais salarié. Donc j'en peux plus. Je dis, on va se casser et on va trouver un autre appart. Donc je donne mon préavis. On avait, je sais pas si on avait 3 mois de préavis parce que c'était un meublé un peu bizarre. Donc peut-être qu'on avait 3 mois de préavis. 3 mois de préavis. Je visite pendant 2, 3 semaines. Et au bout de 2, 3 semaines, je commence à m'apercevoir que, en fait, quand tu es en région parisienne, tu cherches un appart, c'est très compliqué et tu dois avoir un dossier incroyable. Moi, j'avais pas de dossier incroyable puisqu'entre temps, je t'ai pas dit, j'ai démissionné de mon deuxième job. J'ai trouvé un autre job, donc j'étais en période d'essai, bref. Voilà. Donc, je trouve pas T'as enchaîné trucs, voilà, quoi. je trouve pas de logement parce que les propriétaires, ils veulent pas de moi. Et moi, tu sais, j'ai un ego comme ça à l'époque parce que je me dis, hé les gars, oh, j'ai un immeuble, j'ai 6 appartements, commence pas à me saouler avec ton appartement. Tu vois. Moi, Et c'est donc, Guillaume. voilà, c'est ça. Tu me connais pas encore. Donc, voilà. Donc, je me vexe du fait qu'aucun me prenne et je me dis, vas-y, on s'en fout, on va acheter un appartement. Et là, du coup, c'est-à-dire qu'il reste genre 2 mois et demi, tu vois, avant le déménagement. Il reste 2 mois et demi, il faut trouver un appart, l'acheter, obtenir le crédit, etc., et déménager. Et du coup, on trouve un appart. Encore impulsion, hein, donc genre une semaine après, j'avais visité, j'avais acheté un appart. Donc on achète un appartement. Sauf qu'en fait, on trouve pas de financement, puisque j'étais en période d'essai, encore une fois. Et donc là, il reste moins d'un mois, on arrive début décembre, et je devais déménager genre le 26 décembre. On arrive début décembre, et là, pas de crédit, personne me finance. Et j'ai un coup de bol, c'est que le propriétaire, enfin, le père du propriétaire de l'appartement que j'achète est directeur d'agence au Crédit Agricole à Paris. Et du coup, boum, une semaine après, on a le crédit, 2 semaines après, on déménage. C'est arrivé super vite. Et du Putain. coup, là, on achète, voilà, on a notre résidence principale, on achète, et genre, on déménage 2 jours avant la fin du bail. Et donc, Où ce qui ça, du fait coup, que t'arrives où exactement? à Bussy-Saint-Georges, dans le 77. Ok. Voilà. Et donc, on arrive fin 2013, on a notre résidence principale, enfin, que j'achète moi tout seul, parce qu'Emilie est encore étudiante, j'achète moi seul. Donc, notre résidence sociale et l'immeuble avec les cités. Et ensuite, après 2014, en gros, à partir de 2014, tous les 6 mois, on va acheter un immeuble. En gros, c'est le rythme, c'est-à-dire le temps de le chercher, le faire financer, démarrer les travaux, etc. Et ensuite, on enchaîne. Donc Ouais, parce que 2013, ouais, vas-y. c'est ça, hein, le temps de l'IMO, souvent les gens, tu perds parfois un peu patience, mais le temps de l'IMO, c'est pas le temps de plein d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que c'est un temps qui est plutôt long, quoi. Quand tu vois dans la Ah ouais, promotion ou dans des choses comme ça, c'est des temps plus longs, quoi. ouais, c'est long parce qu'en plus, donc la première opération n'avait pas de travaux, mais toutes les autres avaient beaucoup de travaux, donc de plus en plus. Donc du coup, parce que moi, je travaillais sur le déficit foncier à l'époque, donc il me fallait beaucoup de travaux pour payer moins d'impôts. Mais tu fais pas de meublé. À l'époque, tu fais pas du tout de meublé. Non, première opération, il n'y avait pas de meublé. Et deuxième opération, c'est là où je commence à me rendre compte de l'erreur que j'ai faite de ne pas faire de meublé. Puisque j'achète un premier immeuble sans travaux, tout en location nue. Donc, je m'en rends compte à la fin de l'année que je me fais défoncer par les impôts. Donc là, je décide de commencer à faire du meublé. Donc, sur le deuxième immeuble, il y a en gros la moitié que j'ai mis en meublé. Je crois qu'il y avait, donc c'était un local commercial, trois studios, je crois, et un T3. Et là, voilà. Non, un T2, 2 studios, un T3. Et là, du coup, je crois, j'en mets 3 en location meublée sur les Dans 4, quel secteur tu fais cet immeuble-là? dans la Marne. Dans la Marne, donc S'il y a en des gros, secteur, attaches, tu le trouves secteur comment? Challenge. Non, non, pas d'attache, zéro attache. Donc Je attends, cherche le je bon coin. recommence. Le premier, région toulousaine, 250 habitants. Toi, tu es C'est à même pas région Bordeaux, toulousaine, c'est entre Toulouse et Bordeaux. D'accord, entre entre Toulouse et Toulouse et Bordeaux, le Bordeaux. premier. Bon, Ouais. c'est pas déconnant parce que tu es entre les deux secteurs. Mais c'est au moment où tu pars pour Paris. Et oui, c'est ça. Donc, je suis plus du tout là-bas. Voilà. Le suivant, t'habites en Seine-et-Marne, t'achètes Ouais. dans la Marne. Dans la Marne, c'est-à-dire à 1 heure et demie de route. En gros, à Ça l'est. va. Voilà. Ouais, tu Voilà. restes encore. Ok. T'es pas allé Voilà. chercher Sud-Lyon, quoi. Non. T'es resté. Non, Voilà. non, Ok. non. Non, non, voilà. Je suis resté à 1 heure et demie, en gros, de là où j'avais trouvé le bien. Mais là, c'est le bon coin, simplement. Hein. Je trouve un bien, beaucoup de travaux. Je vais visiter. L'agent immobilier me présente un artisan. On visite avec l'artisan. L'artisan me fait un devis. Le devis correspond. Je suis même pas sûr que je négocie, honnêtement, encore une fois. Et j'achète. J'achète 67 000 euros l'immeuble, mais bon, il y a du taf dedans et il y a à peu près la même somme en travaux.
Quand tu dis, alors on en va avoir l'occasion puisqu'on comprend que tu vas enchaîner, on va pas faire tout le détail pour les Ouais. auditeurs, ça n'a pas forcément de sens de faire le détail de toutes tes acquisitions. Juste pour pitcher là-dessus, mais aujourd'hui, à l'époque, je te connaissais, tu disais, je crois que tu voulais 100 lots, tu n'avais pas encore ce stade-là. Aujourd'hui, tu es rendu à Hmm. combien? Alors, moins que 100 lots. Ok, on n'a jamais atteint les 100 lots. Oh punaise, Mais oh parce... l'échec. Eh ouais, mais et ce qui est Pas marrant, c'est encore, qu'en pas fait, encore. Faut dire pas encore, tu vois, c'est bientôt. non, je dirais pas encore. Je dirais que c'est plus du tout ce qui me drive. Ce En qui fait, te motive, ouais. Franchement, soyons honnêtes, que t'en aies 50 ou 100, enfin, je veux dire, ça, c'est juste pour l'ego, pour se faire Ouais, kiffer, parce que t'as un objectif, tu vois. C'est comme quand tu dis, je ouais. veux avoir mon premier million. Bon, qu'est-ce que ça Si tu change, quoi? Ça l'atteins, change pas après, grand-chose, ouais, quoi. les Voilà, idées changent. voilà. Et les 100, les 100, en fait, tu t'aperçois que ça veut rien dire. Je veux dire, si tu as un T2, en effet, ou un T1 dans un village de 250 habitants, ou tu as un bâtiment de Dans 600 Paris, mètres carrés, voilà, c'est un un appart lot, dans Paris. mais voilà, c'est ça. C'est pas du tout la même chose. Donc, ça n'a pas Ouais. vraiment de sens de parler comme ça, Non, non, pour mais moi. ça a un sens juste pour moi, sur quand même la capacité à trouver des choses et à faire des opérations. Je pourrais Hmm, raisonner même à l'inverse, c'est-à-dire dire combien tu as fait combien tu as signé d'actes authentiques en fait, combien tu es propriétaire de combien d'adresses en fait, tu vois. Ou quand je dis lot, c'est intéressant parce que tu peux aussi faire le ratio nombre d'adresses et nombre de lots. Et hmm. pour moi, comme tu disais, gérer un appartement, enfin moi pour le coup, les auditeurs le savent, j'ai aussi un immeuble et j'ai des appartements copro. Personne n'est parfait, mais comment dire, la difficulté, enfin ou la complexité de gérer un lot entier, les façades, la toiture, les évacuations, enfin d'être responsable de tout versus uniquement dans un lot dans une copro. C'est pas tout à fait les mêmes emmerdes, c'est pas tout à fait les mêmes responsabilités. Hmm. Donc c'est intéressant. Moi, c'est plus par rapport à ça que ça m'intéresse, le Ouais. nombre de lots aujourd'hui que tu as réussi à faire. En gros, on a géré nous-mêmes, sans agence, jusqu'à 35 lots. D'accord. Jusqu'à Ok. 35 lots, on a géré nous-mêmes. Au-delà des 35 lots, on a commencé à mettre des agences ou des personnes, en tout cas, en relais, pour nous accompagner. Ouais. Ouais, parce que je me rappelais à l'époque, on parlait, tu sais, c'est souvent le cas, t'as les gens, tu vends de la formation, j'ai rien contre la vente de la formation, je fais de la formation également, mais t'as des fois les gens, tu sais, qui font des raccourcis, même dans ceux qui écoutent ou qui ne prennent, qui n'entendent que ce qu'ils veulent entendre dans les histoires de Ouais. formation, enfin, quand ils consomment du contenu, et ils disent, bah c'est facile, je vais finir rentier, quoi. Ouais, attends, détends-toi. Ah ouais. Détends-toi. Je me rappelais, tu disais, non, mais les gars, il y a des mecs qui m'appellent aussi à 10h du soir. Je me rappelle l'histoire les fameux litiges, de pas couper le cordon de la communication. Le mec te gonfle, tu as envie de lui dire Ouais. ses 4 vérités, mais tu dis, si je claque la porte pour la Ouais. rouvrir derrière, ça va être très, très compliqué. Toi, en plus, avec un gros tempérament, t'as dû vachement avaler des couleuvres pour, Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, moi, j'avais acheté aussi à un moment donné 2 petites maisons dans la campagne avéronaise. Et c'était là où j'avais eu mes premiers problèmes, notamment d'impayés, etc. Et le premier impayé, j'ai très très mal géré. En effet, j'avais le sang chaud. Donc le mec, je le harcelais au téléphone pour être payé. Au final, le mec, il m'a juste bloqué. J'étais à 800 kilomètres du bien et je pouvais juste rien faire, quoi, tu vois. Et j'étais juste dans la merde, tu vois, parce que le mec il faisait n'importe quoi et que j'avais coupé la communication et c'était ma faute un peu, enfin un peu, voilà. Et après, du coup, je suis devenu assistant social. Et mon métier d'assistant social m'a permis de régler des situations en transformant des impayés en retard et après essayer de récupérer ce qu'on peut le temps que le mec se barre. Voilà. ouais. Et ça, c'est un point intéressant, justement, ce côté, cette faculté. Moi, je dis des fois, quand les gens, tu vois, autour de moi, il y a des gens, des fois, qui font, par exemple, de l'investissement Pinel. Je suis pas aussi Mm, catégorique, tu vois. Je dis pas que c'est une erreur, tu vois, ou comme de déléguer, je dis pas que c'est une erreur. Je dis que ça correspond vraiment à un objectif d'investissement, à une perspective. mm, Enfin, tu vois, toi, tu visais un cash flow, tu visais certaines choses, moi aussi, pour le coup, mais tu as des gens qui ont pas du tout les mêmes aux objectifs ou les mêmes perspectives ou qui ont pas du tout une envie de quitter leur job ou que sais-je. Et en fait, c'est vrai qu'en fonction de ta capacité à t'investir, que ce soit dans la rénovation ou que ce soit dans la gestion, mm. les possibilités diffèrent, quoi. Euh, Ouais. Aujourd'hui, là, ton activité, bon, là, tu as enchaîné les lots, après, tu as commencé Mhm. à déléguer, à passer la main. Est-ce que, et je pense que je connais en partie la réponse, mais c'est intéressant de savoir ce que tu en penses toi, pourquoi tu as commencé à passer la main? Quel a été le moteur de dire, OK, 35 c'est bien, mais 36, 37, 38, enfin la suite, il me faut des gens. En fait, la fatigue psychologique
Fatigue psychologique, en fait, parce qu'il faut bien penser que quand le locataire vous appelle, c'est toujours parce qu'il y a des problèmes. C'est jamais pour vous dire, putain, vous êtes incroyable, monsieur Malguer, tout se passe très bien, je voulais juste vous le dire, quoi. Et ça m'est arrivé une fois de recevoir un courrier, une lettre manuscrite d'une locataire qui me disait que ça va être génial et qu'on était des propriétaires incroyables. Alors, ça compense pour tous les autres Tu l'as fois. encadré, tu l'as encadré, voilà. du coup. Ah, c'est ce qu'on voit derrière toi, là. Ouais. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Mais après, le reste du temps, il faut comprendre que c'est gérer des merdes. Comme entrepreneur, c'est gérer que des merdes toute la journée, gérer des litiges. C'est des petites merdes, mais qui s'accumulent et ça a un impact fort sur votre psychologie, quoi, en fait, sur votre état psychologique. Et quand en même temps vous montez votre boîte, c'était en même temps où on montait notre boîte, où ça se passait pas forcément comme on voulait au départ. Et donc, il y a plein de, tu vois, tout ce stress, tous ces ondes négatives, en fait, viennent impacter ton job. Donc, c'est des ondes négatives. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'on a dit, non, mais vas-y, tous les nouveaux projets, je veux plus en entendre, je veux pas savoir qui est le locataire. Je veux pas surtout recevoir d'appels. Et c'était la hantise, tu vois, par exemple, quand il pleuvait, je sais que j'avais un stress énorme quand il pleuvait parce que j'avais peur que mon téléphone sonne en me disant, il y a une fuite, tu vois. Ça, c'était ma peur. C'était mon truc. Parce qu'en plus, après, on a déménagé, on est habité à côté de nos immeubles. Donc, quand il pleuvait chez nous, on savait qu'il pleuvait à côté. Tu vois. Ouais, donc, il y avait un risque. Je t'imagine en train de regarder le soir au JT la carte de France et tu regardes, tu mets en disant putain pourvu, pas là, passe à côté. Mais c'est exactement ça. En vrai, tu arrives à un moment donné où, en plus, tu peux savoir des fois que sur un immeuble, tu vois, il y a le toit qui sera à refaire dans quelques temps, donc tu sais qu'il y a des faiblesses, tu sais qu'il y a du vent, donc tu sais que quand il y a du vent, ça va peut-être bouger. Et voilà, et c'est arrivé plusieurs fois, tu vois, et c'est arrivé des fois où j'ai fermé les yeux en me disant vas-y, il est 22h, je vais pas répondre au téléphone, le mec il me harcèle et tout. Non, vas-y, je verrai demain, tu vois. Et je suis pas allé, alors que c'était pas loin. Et le lendemain, c'était la catastrophe. J'aurais dû y aller, tu vois. Bah, t'aurais fait quoi? T'aurais mis une bassine? Parce que, en fait, non, mais il y avait un il y avait un mec qui fumait dans l'immeuble et qui avait jeté les pots les pots de tabac, tu sais. Et donc, le couvercle du pot de tabac s'était bloqué sur la descente d'eau pluviale. Et comme c'était une cour intérieure, du coup, ça a fait monter le niveau de l'eau partout. Et du coup, tout a débordé. Et le mec, dans sa chambre, il pleuvait, quoi. Vraiment pleuvait. Donc, il y avait juste à enlever ce putain de truc, quoi. Donc, voilà. Mais bon, tu peux pas savoir, tu vois. Sur le moment, tu te dis, je suis pas couvreur, les gars. Qu'est-ce que je fasse? Non, ouais, c'est ça. 99% du temps, te déplacer va rien changer au problème. Et même le professionnel, il va pas intervenir sur un toit, risquer un de ses gars, alors que t'es en pleine tempête ou quoi que ce soit. Donc, 99% du temps, il va rien se passer, quoi. Quand tu dis justement, donc tiens d'ailleurs c'est un point intéressant, je rebondis là-dessus sur comment dire, l'état d'esprit, la façon dont les emmerdes. Alors il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes. La première, moi je dis souvent, les gens me demandent est-ce qu'il va y avoir un problème avec, tu vois, je fais de la gestion aussi immobilière, est-ce qu'il va y avoir un problème? Je dis la question c'est pas de savoir s'il va y en avoir. La question, c'est de savoir comment tu vas gérer ça. C'est-à-dire aussi bien gérer toi physiquement, intellectuellement, émotionnellement, ou le gérer, trouver la solution, la résolution de la panne ou du problème, quoi. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Les gens s'imaginent. Moi, j'en ai tu vois, pour de la location courte durée type Airbnb, les gens me disent oui, alors moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de litige, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de truc. Je dis ouais, c'est un mouton à 5 pattes que tu demandes, ça n'existe pas, quoi. Justement, d'un point de vue couple, à l'époque, pendant toute cette acquisition, t'as des enfants aujourd'hui ou pas, Guillaume? Pas encore. Encore. Donc, toute cette aventure se fait, toi, Émilie, mais sans enfants. Comment ça se gère en interne? Vous aviez la même, la même façon d'absorber les emmerdes? Il y a des prises de tête entre vous ou pas là-dessus? Ça a ressorti sur vous, honnêtement, ou pas? En fait, les premiers immeubles ont été achetés par moi, donc m'appartenaient. Malgré tout, Émilie était très impliquée dans la gestion. C'est quoi son cursus? Elle a fait quoi, elle, du coup? Elle était ingénieure en biologie industrielle. Okay. Voilà. Mais elle a bossé que 9 mois et au bout de 9 mois, elle a arrêté et on a monté Club Immobilier ensemble. D'accord. Voilà. En sachant qu'on avait lancé Club Immobilier en réalité avant même qu'elle commence à bosser. C'est juste que, en gros, le temps que ça se lance, voilà. Okay. Non, après, alors, ça n'a pas forcément trop créé de tension entre nous. Je pense qu'on a réussi à gérer ça. Par contre, en gros, ça a généré beaucoup de stress pour nous, pour moi en tout cas, personnellement, quand il y avait des merdes sur des projets, quand il y avait des locataires qui payaient pas, quand il y avait des trucs comme ça. C'était très, très stressant. Ça avait un impact sur ton couple, forcément, parce que tu es énervé, directement, etc. Mais ça ne crée pas forcément une tension. Tu t'engueulais pas pour ça. Mais c'est juste que du coup, tu n'étais pas de bonne humeur.
Mais tu pouvais t'engueuler voilà. sans savoir que c'était ça la cause, enfin en sachant que en sous-main finalement c'était ça parfois la cause, c'est-à-dire que l'irritabilité que tu pouvais avoir certains jours Hmm. pouvait être liée au fait que t'es pris full en merde ce jour-là versus des jours où t'as pas Ouais, d'emmerde et ouais, du coup ouais. t'es plus cool quoi. Je pense que c'était ça. Mais après, rapidement, moi, j'ai voulu, enfin, moi, rapidement, je supportais pas, en fait, la gestion. Donc, rapidement, c'est Emily qui a pris le relais là-dessus. Moi, je m'occupais de chercher les projets, en gros, Tu t'es rendu chercher compte les que c'était pas projets. ton truc quoi. Ah ouais, non, mais moi, c'était pas Absorber ça, absorber ce paquet de merde, c'est pas ton truc quoi. mais je pense que c'est pour pas grand monde, hein, le truc, en vrai, hein. Clairement, hein. Il y a, C'est au clair. début, tu crois que, enfin, c'est très Tu bien, crois c'est que un t'es très plus bon résilient que les autres. exercice. Ouais, ouais. En fait, c'est un très bon exercice à faire parce qu'il faut le faire, je pense. Ce travail de gestion au début, je pense que c'est important de comprendre ce qu'il en est et tu comprends pourquoi. Après, tu payes aussi des C'est gens formateur. pour gérer à ta place. C'est très C'est formateur. formateur. Mais tu comprends pourquoi tu payes des gens pour le faire à ta place. Et du coup, Parce tu que comprends franchement, la juste valeur de ce travail. Moi, je le dis dans les travaux, tu vois. Quand tu payes des artisans, tu dis putain, c'est toujours trop cher, tu vois. Tu dis putain, c'est cher. Putain, ouais, le mec, il me gruge. Ça met pas autant de temps. Et puis en fait, quand tu revais la blouse et que tu poses les plaques de placo, que tu ouais. coupes les rails et tout, tu dis putain, mais c'est une tannée. Et c'est pareil, c'est ça. Et donc, le fait de le faire toi-même, tu te dis, OK, bah, en fait, au-delà du fait juste de gagner un peu de temps, c'est juste le fait de dire, hey, les gars, moi, si vous voulez quelque chose, vous m'envoyez un mail. Je suis dispo du lundi au vendredi par mail via l'agence, tu vois, et c'est tout, quoi. Et le reste du temps, me dérangeait pas. Le problème, c'est que quand le mec a ton numéro de téléphone, moi, j'avais des gens, des locataires, ils communiquaient avec moi sur Messenger, quoi. Ils m'avaient trouvé sur Facebook et m'envoyaient des messages sur Facebook, tu vois. Je dis, mais putain, les gars, c'est pas possible, quoi. Et quand tu habites à côté, le locataire, il venait, il tapait à la porte, tu vois, chez nous, pour Nos dire, limites. ouais, il y a un problème, vous avez pas répondu au téléphone, donc je suis venu pour vous le dire, quoi. Mec, laisse-moi tranquille, quoi, tu vois. Donc ça, c'est rude. T'avais T'as pas pas envie mis de de. redire. Tu sais, c'est un truc assez marrant. Moi, je l'ai fait avec la SCI. Tu vois, tu mets. Bon, les gens peuvent toujours te retrouver, mais tu mets des espèces de filtres. Tu vois, ta SCI, c'est. Tu vois, il y a des mecs qui me disent ouais, pourquoi tu as une adresse de domiciliation? Bah parce que je veux pas que tu mettes mon adresse Bien perso. sûr. Ou pourquoi le numéro de téléphone c'est pas le tien, mais c'est celui, ça c'est un numéro de style on/off ou autre chose. Tu dis bah Hmm, parce que je veux pas forcément. Je veux pouvoir faire un tri bien et sûr. pouvoir mettre un sas entre, comme tu dis, entre t'as des mecs quand ils sortent dans des boulots très très prenants, tu vois, ils passent par un sas, tu vois. On dit souvent, par Hmm, exemple, il y a le débat en fait avec le télétravail actuellement, c'est-à-dire que le sas de beaucoup de gens, c'est la voiture quand ils sortent du bureau, tu vois, ils se sont ouais, pris la tête avec le patron, ils montent dans la voiture, c'est le sas, ils mettent la musique, ils ont leur rituel, etc. Quand t'as plus de sas parce que t'es dans la pièce d'à côté, voire pire dans ta cuisine et que t'as tes enfants à côté, tu te prends la ouais. tête au téléphone avec un client, t'as tes enfants à côté, des fois tu vois, il peut y avoir un accident même, hein, dans le Hmm, pire des cas, tu vois, parce qu'il y a plus de sas, quoi. ouais. Donc ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, ok, donc un immeuble tous les 6 mois. En termes de sourcing, pour ceux qui nous écoutent, qui disent non, mais attends, Guillaume, comment il fait un immeuble tous les 6 mois? Tu sais, il y a cette histoire de marché noir, marché gris, marché blanc. T'as toujours, je dirais, trouvé facilement. Enfin, t'as fait des piges de dingue, genre 50 annonces tous les matins avant le petit-déj. C'est comme les vols. C'est comme les vols, non? Tu sais, on dit les prix des vols, ils sont moins Ouais. chers à 4 heures du mat. Tu me mets le réveil à 3 heures pour Non. être le premier. Comment ça se passe? J'ai pas jamais été comme ça, j'ai jamais eu forcément une méthode ultra poussée. En gros, je cherchais quand j'en avais envie, c'est-à-dire que je trouvais un immeuble, je le faisais financer, et quand je considérais que c'était le moment d'en chercher un nouveau, je cherchais, et en gros, en 2 semaines, t'as trouvé, quoi. En réalité, soyons honnêtes, même aujourd'hui, je veux dire, si tu cherches France entière, tu cherches maintenant, tu trouves aujourd'hui, quoi, un immeuble. Allez, Parce c'est parti. qu'aujourd'hui, non, mais c'est On ça. va Aujourd'hui, en rajouter. France, quelque part en France, si tu veux, il y a des immeubles qui sont rentables actuellement et qui sont proposés à la vente actuellement. C'est-à-dire que si tu te bouges le cul et que tu es prêt à faire du kilomètre, je veux dire, tu peux trouver un immeuble aujourd'hui si tu sais chercher, si tu sais analyser, si tu sais prendre rapidement, dire, OK, je suis prêt à faire une offre, pourquoi pas à distance, je viens visiter cet après-midi, tu trouves un immeuble dans la journée. C'est sûr. C'est souvent une. Alors, j'ai une idée là-dessus, mais c'est intéressant de savoir ce que t'en penses toi. Les gens qui disent, mais attends, mais si le mec a un immeuble rentable, pourquoi il le vend, tu vois? Et Hmm, alors, il y a des tas de raisons. Moi, je dis aux gens, bah, il peut y avoir succession, divorce, les mecs qui reprennent, ils ont pas envie de s'emmerder avec le problème de celui du père ou du grand-père qui avait bien sûr. l'immeuble, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Qu'il y a toujours une Bah, continuité, que quel que soit le marché, alors, il y a des bonnes affaires. Comment tu analyses le truc un peu, tu vois? ce qu'il faut comprendre aujourd'hui,
c'est que de plus en plus de produits qu'on va trouver sur le marché seront difficiles à trouver, des immeubles déjà loués, déjà rénovés, en super état et rentables. Forcément, ça arrivera de moins en moins parce qu'il y a une mode de l'immeuble qui fait que tout le monde a envie d'acheter son immeuble. C'est mieux que la Rolex, tu vois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux trouver un immeuble rentable, il faut que tu le crées, ton immeuble. Ça veut dire que la plupart des temps, maintenant, tu vois, on le voit sur Oikos, notre agence clé en main, la plupart des projets qu'on va trouver, c'est des immeubles sur lesquels on va faire de la découpe. Parce que là, tu vois, j'ai visité cette semaine un immeuble sur lequel il y a un local commercial en bas et une énorme maison. Et derrière, on fait, je crois, on fait 7 logements. Tu vois, on fait 7 logements et un local. Mais parce que personne, en fait, a pris le temps de rentrer à l'intérieur, de regarder comment aménager les espaces, comment on peut les tourner, vérifier qu'il y a des places de parking, qu'on peut se garer à l'intérieur, etc. Et te dire, OK, le projet est viable, il y a 200 000 euros de travaux, 100 000 euros d'achat, et boum, ça crache tant. Ok, Faire ce travail. alors on est rentré en plein dans le vif du sujet de ton business actuel. Du coup, on a passé cette étape de ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu as monté Club Immobilier, t'as monté, ça fait quoi aujourd'hui? Enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais aujourd'hui, Club Immobilier, c'est quoi? C'est une SAS, c'est une SASU, c'est quoi déjà comme structure? Club Immo, c'est une SAS qui a été créée donc en 2015 de manière un peu floue, on va dire, parce que c'était en même temps que notre job, on n'avait aucun conseil, donc on a fait ça un peu à l'arrache. Et après, en 2016, on a quitté notre job de manière plus clean, on va dire, sous forme de SAS. Avant, c'était pas en SAS, c'est passé en SAS en 2016. Et voilà. Et donc, c'est la structure qui faisait à la base que de l'accompagnement dans l'investissement immobilier, parce qu'on ne faisait pas de formation au départ. On accompagnait des particuliers à investir, on les aidait à analyser leurs biens, faire la maîtrise d'œuvre, faire le suivi. T'allais en visite aussi, je crois. Tu faisais de l'accompagnement, enfin jusqu'au projet, jusqu'à la signature de l'acte définitif et même les travaux. Je crois que tu suivais même sur la partie. On faisait la gestion de travaux. Moi, en tant que conducteur de travaux, c'était mon activité, donc du coup, on faisait ce métier-là. On a fait ça pendant 2 ans. En gros, au bout de 2 ans, on s'est aperçu qu'on gagnait rien, on gagnait pas notre vie. On bossait comme des malades et on gagnait pas notre vie. Donc du coup, on a évolué notre business model. Déjà, on facturait pas assez cher, c'était notre problématique. On était trop gentil là-dessus, on savait pas évaluer le temps qu'on allait y passer. Et deux, du coup, on a commencé à se mettre à la formation à ce moment-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas aider grand monde en faisant de l'accompagnement, aider, tu vois, genre 10 personnes par an, c'est tout. Tu pouvais pas aider plus de monde, parce qu'on n'était que 2 et qu'à la base, on voulait pas du tout de salariés, on voulait pas grossir. Enfin, en termes de salariés, on voulait pas grossir. Okay. Donc, on s'est mis à la formation en ligne après en 2017-2018. D'accord. Et donc, tu as la partie formation dans la boîte, encore à ce stade, encore au jour d'aujourd'hui. Ouais, la boîte est fait. Aujourd'hui, la boîte Club Immobilier fait principalement de la formation. On a rechangé un peu les donc, du coup, tu as monté une autre boîte à côté. Ouais, il y a plusieurs boîtes qui ont été montées depuis. En 2019, on a monté une boîte d'expertise comptable. On a commandé un cabinet. Donc, on a monté un cabinet. On n'a pas racheté des parts, etc. On a monté le cabinet avec une expert comptable. On s'est associé. Et du coup, le cabinet a été monté donc en 2019. Ensuite, on a monté une boîte. C'est un cabinet, juste rapidement, parce qu'on mettra les liens si les gens, ça les intéresse, mais c'est un cabinet qui fait uniquement pour les investisseurs immobiliers ou c'est un cabinet qui fait d'autres choses? Alors, qui est spécialisé pour les investisseurs immobiliers, qui est spécialisé dans des montages SCI Holding, mais qui fait de la gestion de petites sociétés. Qui fait aujourd'hui de la gestion de petites sociétés. Voilà. Donc, en gros, tu as une petite boîte, tu as holding et une SCI. En gros, c'est ça qu'on gère principalement. Voilà. Donc, ça, c'est l'activité principale. Donc, tu as fait ça. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as monté d'autre? Ensuite, on a monté une boîte qui faisait du conseil en crypto et en bourse en Belgique. En Suisse, pardon. On s'est associé avec un ancien conseiller en banque privée. Et du coup, on a monté ça avec lui. Donc, qui lui est basé en Suisse avec des équipes qui sont basées un petit peu partout en France et en Suisse. Donc ça, on a monté ça en 2020 et 2021. Et 2021, on a également lancé la société Oikos qui fait du conseil en investissement, qui fait du clé en main, du clé en main, donc avec la chasse, la gestion de travaux et la partie gestion locative, tous ces éléments-là. Ok. De tout ça, c'est regroupé administrativement parlant. Tu gères chaque structure indépendamment ou du coup c'est regroupé au sein de. Non, toi ta participation est avec une holding ou voilà. Non, c'est à chaque fois nos participations sont avec des holdings. Dans chacune des structures qui sont des structures séparées. Oui, puisqu'il y a des extérieurs d'ailleurs qui sont associés dans certaines de ces structures. Ok. Bien sûr.
Et au niveau de ta, sans risquer le redressement fiscal, mais au niveau sans chiffres, hein, mais pas forcément avec des chiffres, mais ta répartition, on va dire, de revenus, ce qui te nourrit en fait en termes de pourcentage entre les structures. Alors il y a des structures très très jeunes versus ton immobilier, par exemple. C'est quoi un petit peu les masses, les grandes masses? Bah, en fait, nous, déjà, on est salarié de notre holding. Donc, au final, si tu veux, nous, on va facturer des prestats sur nos interventions dans chacune des structures. Et après, on est salarié de notre holding. On a été salarié on a été salarié très tard. Hein. On a commencé à se salarier, je crois, en 2020, comme ça. Hein. Donc, par on la a commencé à holding. être salarié. Tu es propriétaire de la holding. En tant que Ouais, gérant de la holding, tu touches un salaire par la holding, quoi. voilà, exactement. On s'était mis 1000 balles par mois chacun. Donc, vraiment, tu vois, le mini. Et Ouais. là, on est monté à 2000. Voilà, on est monté à 2000, je crois, en 2021, on est monté à 2000. Et à côté Mais de après, ça, la répartition, elle est niveau... très difficile. Elle est très difficile à expliquer, la répartition sur la partie business, parce que je te dis, il y a plein de boîtes différentes. Certains vont faire du cash aujourd'hui. En effet, certains vont faire du cash beaucoup plus tard. Certains ont une valorisation. Quand tu as un cabinet comptable, par exemple, ça a une valeur. Par contre, en termes de trésor, ça génère pas grand-chose. Tu vois, là où Club Imo va générer du cash, mais en valorisation, très faible. Et tu fais de toute façon, peu importe. Chacune de ces structures, en fait, fait remonter à la holding et c'est ta holding qui te paye. Donc, Exactement. Et c'est pareil pour mon IMO, en fait. Mon IMO est détenu principalement aujourd'hui dans des SCI. Donc, du coup, de la même manière, la SCI va pas forcément faire beaucoup de remontées de dividendes parce que c'est pas le but. Moi, je préfère que la SCI garde le cash, tu vois, pour pouvoir réinvestir et s'il y a un problème, c'est tout ça. C'est hyper intéressant parce que c'est d'ailleurs une idée un peu fausse de la plupart des gens. C'est que ils font le montage SCI sous holding et ils pensent qu'ils vont remonter énormément. En fait, la logique du truc, j'en ai discuté avec un avocat fiscaliste qu'on peut citer d'ailleurs, Dimitri Boujard, que tu connais aussi, qui me disait il dit c'est assez rare quoi que t'as essayé des grandes largesses à faire remonter à la holding. Il dit en règle générale, elle a quand même besoin de fonds pour son entretien, son truc, son machin. C'est plutôt que tu vas mettre effectivement tes structures commerciales si tu décides d'en créer. Et souvent il y a par la force des choses, tu risques d'y mettre, si tu as vraiment goûté, que tu as pris goût en fait à tout ça, tu risques effectivement de rentrer un jour ou l'autre dans une reprise de boîte ou dans une autre structure commerciale. Et là, par contre, il peut y avoir des fonds qui sont générés par cette structure qui peuvent effectivement remonter à la holding pour créer de nouvelles SCI ou pour soutenir une SCI dans son ravalement, dans ses fenêtres. Bien sûr. Moi, tu confirmes, voilà, c'est comme ça que tu l'observes usuellement? Moi, je dis toujours aux gens, en gros, vous avez un métier actuellement, vous gagnez votre vie d'une certaine manière, ça vous suffit pour vivre, et en réalité, avec ce que vous mettez de côté tous les mois, ça vous suffit pour vos plaisirs. Généralement. C'est-à-dire, si tu acceptes de dire je dépense tous les mois, tout ce que je gagne en salaire, je le dépense tous les mois, honnêtement, vous pouvez avoir une vie vraiment cool. Tu vois. Et après, le reste, ce que vous faites en immobilier, c'est préparer la suite, c'est préparer l'avenir. Donc, ça veut dire faire développer le plus possible son patrimoine et le cash que vous allez générer avec une SCI, en général, vous allez soit le réinjecter dans une nouvelle SCI en apport sur un projet, mais difficilement en remonter, je veux dire, dans la holding pour aller investir en crypto. C'est pas en tout cas, c'est pas ce que je vais conseiller. Moi, je conseille de garder le cash et il vous servira dans tous les cas pour réinvestir en IMO, éventuellement, soit avec la même structure, soit avec une structure différente. Et là, la holding peut avoir du sens en convention de trésorerie. Mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, le rôle de l'immobilier, c'est créer un patrimoine sur la durée, comme ça que je le vois, et le rôle des sociétés commerciales, c'est générer du cash maintenant. C'est pas la même chose. C'est hyper intéressant parce que c'est un autre débat que j'avais avec quelqu'un sur le montant des encours et sur je suis rentier ou indépendant financièrement après X investissement. Je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens qui sont passés sur le podcast et les auditeurs en ont entendu certains. Je les invite à réécouter certains des épisodes. C'est assez facile où tu as des gens en fonction de la stratégie adoptée qui arrivent à se sortir 2, 3K, beaucoup d'achats en nom propre et avec des stratégies parfois, par exemple, de location courte durée ou de coloc, et qui arrivent à se sortir ces fameux 2 ou 3K, on va dire, qui est le premier stade, ce que Victor Laura, le frugaliste, qualifie de lean fire ou de fire. Les mecs arrivent à sortir ça et se disent, bah écoute, voilà, j'ai switché entre mes 2000 € de salariat et mes 2000 € de rente. Mais ce qu'on observe habituellement, usuellement, c'est que effectivement, tu es sur du net, en fait, sur les mecs qui ont 1 million d'encours. En gros, ils arrivent à sortir 3000 € entre guillemets, de salaire en nom propre.
tu fais un peu le même constat, c'est-à-dire que c'est un peu une chimère. Le mec espère faire un gros salaire avec de la levée de la dette et de l'immobilier, surtout maintenant avec tout ce qui s'est passé, le renforcement, le Ouais. fait que les immeubles soient moins facilement sourçables, etc. Bah, moi, en fait, je pense tout simplement que les gens qui se disent, moi, je veux être rentier, ils se voilent la face parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment envie d'être rentier. Ils pensent, tu vois, en fait, ils imaginent qu'ils peuvent être rentiers, ils visualisent le truc d'être rentier, mais en fait, c'est pas être rentier qu'ils veulent. Eux, qui veulent, c'est aujourd'hui, dans une première étape, c'est se donner le courage de quitter son job et de monter peut-être une boîte ou de se lancer. Et nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est en se disant, OK, on va créer du patrimoine, on va créer des revenus, et ces revenus vont nous donner le courage de dire, allez, on se casse, on pose notre dème, on se barre et on monte une boîte et sur lesquelles, bah, pour l'instant, on a le chômage et deux, on a des revenus locatifs qui tombent, qui nous permettent de vivre. On va baisser notre niveau de vie, on va partir vivre à la campagne, là où ça coûte moins cher, pour être sûr qu'on n'est pas machine arrière à faire et qu'on soit obligé d'aller retrouver un job. Donc nous, ça a été comme ça qu'on l'a vécu. Ouais. On n'a jamais eu l'idée de dire, moi, l'objectif, c'est d'aller partir vivre au bord de la plage une fois que j'aurai acheté mes 50 appartements. Non, c'est pas du tout l'envie que j'ai. Après, ça évolue. Il faut comprendre qu'au départ, oui, on peut rêver un peu de ça. C'est-à-dire, on se dit, putain, ouais, ça a l'air génial. Je vais à on voit Dubaï, des mecs sur Insta, tu vois, on voit des trucs qui font rêver. Et à côté de ça, la réalité, elle est tout autre. Et pour moi, je pense qu'il y a très peu de nos élèves qui ont vraiment la volonté de dire, moi, je veux vivre de l'immobilier uniquement avec mes investissements locatifs, sans jamais rien faire d'autre, sans jamais tester d'autres stratégies d'investissement ou sans jamais vouloir monter une boîte. Et je pense que on va avoir une grosse génération qui va arriver. Je le vois au niveau de nos élèves, des mecs qui vont être entrepreneurs, quoi. Je pense qu'il y aura une grosse génération d'entrepreneurs qui arrive, qui est déjà le cas, mais ça va continuer à grossir. Au-delà du fait que les gens n'ont pas forcément l'envie, la question de fond, c'est est-ce que, quand bien même ils auraient l'envie, c'est faisable? Parce que tu vois, je suis pas sûr que le rendement réel possible et le montant des encours possibles à lever en fonction de la situation de chacun, bien sûr, je suis pas sûr que ça le permette vraiment, quoi, tu vois, ou qu'en tout cas, ça soit assez stable. Toi, tu le recommandes pas de toute façon, mais tu crois que c'est possible? Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, avant de quitter mon job, je demandais à la banque, j'ai dit, écoutez, si je quitte mon job, avec les loyers qu'on a aujourd'hui, l'encours qu'on a, est-ce que vous continuez à nous suivre? Ils m'ont dit, ouais, M. Malguir, vous inquiétez pas, on vous suivra. J'ai quitté mon job, je suis allé voir 6 mois après, ils m'ont dit, ah, M. Malguir, en fait, c'est plus compliqué, il faudrait 3 ans de bilan. J'ai dit, attendez, vous m'avez dit que c'était possible, et maintenant, vous me dites qu'il faut 3 ans de bilan. Donc, le discours, en fait, il va changer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous dites, OK, c'est bon, je gagne 3000 balles par mois, je me casse, je quitte mon job. OK, très bien. Vous gagnez 3 000 balles par mois. Déjà, il y a un imprévu. T'as que 3 000 balles par mois pour gérer les imprévus. Et quand tu as 1 million ou 2 millions d'euros de patrimoine, des imprévus à 3 000 balles ou à 30 000 balles, ça arrive, ça peut arriver, tu vois, et facilement. Donc ça, c'est une première problématique. Et deuxièmement, tu es bloqué. C'est-à-dire une fois que tu as fait ça, une fois que tu as quitté ton job, tu as ton million, tu as 3 000 balles par mois qui tombent, tu es juste bloqué. Tu peux plus faire de nouveaux investissements. La banque, elle va dire, bah, les gars, trouve un job, montez une boîte. Merci pour ce discours, parce que tu vois, je veux dire, je pense, et tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais je pense que comme moi, tu as déjà entendu parfois un peu un discours clivant qui est pas forcément celui-ci, qui parfois Oui. laisse penser que autre chose est possible. Et je pense que c'est pas forcément le cas. Je pense que c'est donc toi qui en vois plus encore que moi, mais j'ai ce discours avec d'autres investisseurs, donc c'est intéressant d'avoir ton ressenti. Donc merci. Je passe rapidement sur autre chose. T'es resté dans des branches quand même de ce que tu as créé qui sont dans le domaine d'appétence que tu avais déjà, la formation autour de l'immobilier, la comptabilité, c'est quand même pour l'immobilier, etc. Ouais. Tu as eu envie de faire d'autres boîtes, t'es passé sur des dossiers que tu n'as pas pris ou dans lesquels tu t'es pas lancé. Il y a des choses que tu dis non des fois à certains projets, ou tu t'interdis d'y aller. Enfin, comment tu gères un peu ça, le miroir aux alouettes? En 2019, on a fait notre première opération en tant que business angel, dans lequel on a investi. Une boîte s'appelle Freshéo avec Marvin, et dans laquelle on est rentré au capital. C'est notre première opération en fait en tant que business angel, qui fait de la food, donc qui fait de la livraison de plats à domicile préparés en Belgique. Et donc ça, c'était notre première opération. Depuis, on en a fait d'autres, mais pas forcément avec soit autant de réussite ou pas forcément, en tout cas, avec un si grosse implication de notre part. Parce que là, c'est devenu un ami, si tu veux, et c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a fait, parce que on admirait beaucoup la personne et on s'est dit que cette personne-là pouvait forcément que réussir ce qu'il allait entreprendre. Donc, on l'a fait comme ça. Et donc là, ça avait aucun rapport avec l'immobilier. Et on s'aperçoit que en échangeant avec, moi, quand j'échange avec Marvin, qui fait totalement autre chose,
il y a plein de similarités dans nos business et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte qu'on est souvent au même stade et on a les mêmes problématiques, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de matériel, de tout, quoi, de gestion, de communication, vision, de de communication. logiciel. Exactement. Et donc, on a les mêmes problématiques en réalité, alors que c'est deux business très différents dans des pays différents. Lui, il fait il fait du concret, il fait du physique, et nous, on fait du virtuel entre guillemets, à part sur Ucos. Mais et pourtant, il y a énormément de similarités. Moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Le problème, c'est qu'en même temps que ça, j'ai envie de créer un écosystème autour de clubs immobiliers qui permettent d'accompagner les investisseurs, si tu veux, dans leur globalité. Donc du début à la fin. C'est pour ça qu'on fait de la formation, c'est pour ça qu'on fait de la compta, c'est pour ça qu'on fait de la création de société, de la chasse, des travaux, de la gestion locative. Et évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont en train d'être développées et créées. Et il y a, tu vois, j'ai plein de trucs à lancer encore. J'ai tellement de choses à lancer. Donne-nous un peu les avant-premières. Partage-nous un peu ce qui est dans les cartons. Bah après, les cartons, le problème, c'est que moi, j'ai tellement de choses dans les cartons. C'était noté sur le panneau, là, je l'ai décalé pour pas que tu le vois. Mais il y a tellement de choses dans les cartons, si tu veux, que des trucs qui sortiront peut-être jamais, ou qui sortiront dans 5 ans. Parce que j'aurai pas le temps, ou parce que j'aurais pas trouvé l'associé aussi. C'est ça. Parce que tous les nouveaux projets là que je veux faire, c'est avec l'associé. Et quelles sont un peu tes idées, celles que vraiment t'aimerais, si tu trouves, on peut lancer un appel, si parmi les auditeurs, quelqu'un a le potentiel, envoyez votre CV à Guillaume @ Alors son téléphone, c'est le 06. Non, surtout pas. Je changerai de téléphone. Je casserai c'était le téléphone à qui? C'était celui à Luna, ils avaient fait ça, ils avaient pas lancé. Ouais, c'est vrai. Donc, blague à part, quel est le poste quel est le truc que tu aimerais lancer, pour lequel tu aimerais vraiment trouver un mec, etc. En fait, je pense que il y a plein de boîtes pour lesquelles j'aimerais trouver un mec ou une femme qui soit, adaptée, mais pas forcément. En fait, je leur demande pas forcément des compétences dans le domaine. Je leur demande pas forcément des compétences, tu vois, sur le sujet en question, mais plutôt à la fin de faire développer une boîte, l'implication sur le domaine de l'investissement immobilier, puisque c'est quand même primordial pour nous. Mais par exemple, ça fait un moment qu'on travaille sur des boîtes travailler sur le financement, tu vois, sur du courtage en financement, sur de l'ameublement. Il y a plein de sujets, si tu veux. En fait, tout ce que tu peux imaginer qui soit autour de l'investissement immobilier, c'est dans la liste. Et voilà. Et il en dira pas plus. Il en dira pas plus. Non, mais parce que tout ce que tu peux imaginer, ça y est, tu vois. Voilà, ça existe. Mais il y en a pas un qui te tient, que tu aimerais sortir avant les autres, qui vraiment est dans non. Non, c'est pas assez cool. Si tu veux, sur la partie financement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais que c'est une grosse difficulté aujourd'hui de beaucoup de monde, et donc j'aimerais pouvoir proposer quelque chose. En même temps, je passe mon temps à critiquer, tu vois, les courtiers en financement, et en même temps, j'ai envie de le faire. De la même manière que je critique les agents immobiliers, et en même temps, je crée une boîte entre guillemets avec des agents immobiliers, tu vois. Mais parce que je considère qu'il y a du travail à faire là-dessus et qu'on peut s'améliorer énormément. En proposant des services beaucoup plus quali, et parce que le nombre d'élèves qu'on a, nous, qui sont mécontents, on va dire, de leur courtier en financement, c'est énorme le pourcentage. Des gens qui ont dit, moi, je suis passé par un courtier, mais finalement, il a rien foutu, quoi. Donc voilà. Je pense que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, celui-là. Je sais pas s'il sera lancé cette année, j'espère. Mais voilà. En tout cas, il y a plein d'idées. Il y a une liste d'idées. Maintenant, la difficulté, c'est de trouver des gens qui me disent, OK, Guillaume, moi, j'ai faim. Moi j'adore ça, développer des boîtes et bosser comme un dingue, et voilà, moi je cherche des gens comme ça. On arrive à la fin quasiment de l'épisode, on a vachement débordé, je crois qu'on devra t'inviter de nouveau. Il y a un point qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure de ta rémunération et de son évolution. Entre ta vie de salarié, tes perspectives de salarié et maintenant, t'es à peu près, même si tu n'aimes pas la chiffre exacte, mais quelle est à peu près ta rémunération avant versus maintenant? Bon, il y a du kiff, il y a beaucoup plus de kiff visiblement que ça, c'est un point important, qui c'est pas que de la rémunération. Mais t'es sur quel ordre de grandeur? Tout à l'heure, tu disais que vous étiez parti à peu près sur 2K par mois. Tu charges, j'imagine, la boîte. C'est toujours la boîte qui paye le téléphone et l'ordinateur. Bien sûr. Alors, en fait, c'est pas mesurable. C'est pas mesurable, mais en fait, c'est juste que quand tu es entrepreneur, tu as une vision de dire, OK, comment je fais pour vivre sur la société, quoi. Et tout, tu vois, c'est un raisonnement psychologique, sans bien sûr faire des choses illégales, tu vois, tout en restant dans l'égalité. Il y a plein de choses qui existent, qui peuvent se faire. Et aujourd'hui, je gagne moins en salaire qu'avant,
que quand j'ai quitté, hein, je gagnais 2700 balles quand je suis parti avec une voiture de fonction. Aujourd'hui, je suis à 2000 balles, tu vois. Et encore, Mais tu vis mieux. J'ai même pas la voiture de fonction. Tu vois. Ah, Donc, t'as pas mis une voiture dans une des boîtes. non, 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 non. Je l'ai pas mis. Enfin, si, il y en a une, mais pas l'autre. Voilà. Donc, bref. Et donc, tout ça pour dire que, oui, bien sûr, je gagne mieux. Dans la globalité, je gagne mieux ma vie. Mais en fait, moi, en perso, j'ai pas beaucoup de cash, en fait. Moi, tout l'argent, il est dans mes sociétés. Tout l'argent est dans mes sociétés. Je veux dire, quand tu as 300 000 euros sur une boîte, à quoi ça sert de te reverser cet argent, le laisser pourrir sur ton compte en banque? Moi, j'ai envie de le réinvestir dans mes sociétés, dans des développements, dans des nouvelles idées de boîtes. C'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Avoir 300 000 euros sur mon compte, franchement, ça m'apporterait rien, quoi. Donc voilà, moi, en gros, avoir un salaire plus important, ça m'intéresse pas. Si je suis passé à 2000, c'est juste parce que les banques, ça leur faisait plaisir que je gagne 2000 balles plutôt que 1000, parce que 1000 pour un dirigeant d'entreprise qui avait genre une quinzaine de boîtes, ça fait un peu bizarre. Donc du coup, voilà, on a dit, bah tiens, on va passer à 2000 pour leur faire plaisir. Ça marche. Au niveau, ça te fait beaucoup d'activités différentes, même si tu es à temps plein et que tu es avec Émilie. Au niveau de ton organisation, que ce soit aussi bien en termes d'équipe, tu voulais pas salarié, tu as salarié maintenant. Oui. Tu as combien de personnes, en fait, globalement, dans ta structure? Aujourd'hui, donc dans les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine de personnes. On a une quinzaine un peu plus de 15. Et après, bon, bah, il y a les autres boîtes. Sur le cabinet comptable, on est une dizaine. Pareil pour la boîte en Suisse. Mais c'est pas moi qui les gère au quotidien. Donc moi, je gère, on va dire, une quinzaine, entre 15 et 20 personnes au quotidien. Ça, c'est mon activité à travers deux boîtes. Et le plus gros de ta gestion aujourd'hui, il est consacré justement à la société avec les chasseurs, le Clerm. C'est les bureaux où tu te trouves là? Les bureaux dans lesquels je me trouve, il y a les deux entités, Club Imo et Oikos, et on va bientôt déménager. On a acheté des bureaux à côté, on est en train de les rénover. Une ancienne banque d'ailleurs qu'on a acheté et qu'on rénove pour y loger toutes les équipes, qui est plus grand que ce dont on a besoin parce que on vise, tu vois, la suite. Quoi. Ouais. Bien sûr. Et en termes d'organisation de ton temps, de tes heures de travail, etc., tu as des méthodes, tu as des process, tu as mis des choses. Moi, je parle souvent d'organisation sur le podcast aussi, et je suis très attaché à ça, parce que je le fais moi plus en part-time pour l'instant. Ouais. Et est-ce que tu as mis des choses en place bien particulières sur tes process ou sur tes routines? Alors, ou tu es toujours aussi impulsif et tu marches à l'instinct? Ouais, ça, mon problème, c'est que en fait, c'est pour ça qu'on est très complémentaires avec Émilie. Émilie, elle a des listes partout de tout ce qu'elle fait. Elle prépare la liste le soir pour le lendemain matin pour être prête. Elle a cette rigueur. Moi, je vais le faire une fois et puis après, je vais plus le refaire. On va inviter Émilie. On va reparler de ça avec Émilie. Voilà. Parler avec Émilie. Moi, les gars, c'est à l'arrache. Tout est à l'arrache et c'est freestyle. Et c'est des fois, j'essaie de me poser et me dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je fais une petite liste et j'écris 3 mots. Mais en vrai, vraiment, j'ai pas de rigueur. Clairement, j'ai pas de rigueur. Même dans le sport, je fais pas de sport. J'ai commencé le tennis, mais tu vois, je suis allé 3 fois. Et après, je me rappelle à l'époque, tu disais, un jour ou l'autre, là, c'était le projet. Quand je t'ai vu, ça devait être une connerie de 2016 ou 2015, et tu m'as dit, l'année prochaine, là, l'objectif, c'est la reprise du sport. Ouais, c'est toujours, voilà, toujours l'objectif du début d'année, mais c'est toujours pour l'année prochaine. Toujours pour l'année prochaine. Donc non, j'ai aucune rigueur. Et c'est pour ça que du coup, on est très complémentaires avec Émilie, et c'est pour ça qu'avoir un associé, c'est quand même très fort. Parce que du coup, on a des rôles quand même qui sont très différents dans la boîte, et justement, elle a besoin de rigueur. Et moi, en fait, faut apprendre à se connaître. Moi, je sais que j'ai pas la rigueur. Moi, je sais que j'ai la créativité, l'impulsivité, et je vais pouvoir être à l'aise pour parler avec les gens, pour les booster, on va dire. Et Émilie aura la rigueur, si tu veux, des chiffres, l'organisation. Elle prend note et elle organise le truc. Voilà. Toi, ça elle fait en sorte que le truc est légal. Voilà. Et elle met en forme. Pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Elle met en forme. Et c'est ça. Moi, j'ai une idée de boîte, je le note et elle va s'occuper de préparer les statuts et lancer la boîte. Et voilà, moi, je vais recruter les gens et après, elle va préparer les contrats. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Ça marche. On va se quitter là-dessus. Ça fait déjà 1 heure quasiment d'épisode ou pas loin. Tu as des livres, des sujets, des thématiques ou du contenu en fait qui t'inspire, ou qui t'a beaucoup formé aussi ou formaté dans ce que tu fais et que tu recommanderais aux auditeurs ou pas? Bah, encore une fois, moi les gars, je suis pas le bon élève en fait. Moi, je lis pas de livres. C'est vrai, tu lis rien? Non, rien. Je sais que tout le monde me dit oui, mais à un moment donné, ça va arriver forcément. Les gars, j'achète des livres. J'achète les biographies, je les ai toutes là, toutes celles qu'il faut et tout. Elles sont
sont au bureau là, elles sont posées, elles sont pas pliées, rien du tout. Et non, je lis pas. J'ai écouté pas mal de podcasts, notamment en génération do it yourself, que je fais plus trop en ce moment, parce que franchement les épisodes, bon, ça dure 2h30 et faut avoir le temps de les écouter. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que moi, si je devais donner un conseil, c'est les gars, c'est cool d'écouter des podcasts, de lire des bouquins, mais il faut appliquer. Mais c'est appliqué. Et voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu écoutes un podcast, si vous écoutez ce podcast et qu'à la fin du podcast, vous ne mettez pas quelque chose en place de manière pratique par rapport à ce que vous avez appris dans votre podcast, ça sert à rien. Autant pas l'écouter. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que moi, à la fin d'un podcast, les gars, j'ai noté une idée et je le mets en place. Et j'écoute pas de nouveaux podcasts tant que c'est pas fait. C'est le souci, c'est t'as beaucoup de gens. Moi, on en disait juste avant, le podcast est né de l'envie de partager parce que je partageais verbalement en fait, et je me suis dit on arrête la tradition orale, il y a la tradition rupestre. Hein, on va faire la grotte de Lascaux. Enfin, même pas la même prétention de laisser dans les générations futures, mais en créant quelque chose, tu permets de transmettre cette connaissance, tu permets de la donner à tout le monde. C'est la fameuse règle 7 d'Arnold, tu sais, do something for your community. C'est-à-dire que tu as des gens qui prennent le temps de t'expliquer, qui prennent du temps, et finalement ce que tu donnes aujourd'hui comme temps sur ta journée, on le met à disposition et puis les gens en feront bon usage ou pas. Mais en tout cas, ça évitera qu'ils se retrouvent, tu vois, à un âge avancé en se disant j'ai rien préparé, j'ai rien mis en place, et peut-être que par hasard ils vont tomber sur ce contenu-là. Ouais. Mais effectivement, le risque, c'est par contre, c'est la procrastination. Tous les gens le savent bien, c'est d'être toujours dans la recherche d'une méthode ou d'une martingale. Podcast également du même qui a fait de génération de do it yourself, et finalement tu ne mets jamais rien. Un truc que je m'applique à moi-même, des fois tu lis des bouquins, j'en ai en fin d'écriture, et tu dis tant que t'es dans celui des autres, t'es pas dans le tien en fait. Et ça peut être aussi bloquant. Donc de temps en temps, il faut aussi savoir s'en détacher et revenir comme ça, garder le lien. Moi je trouve que garder le lien avec les contenus c'est bien, mais ne faire que être consommateur et pas producteur, c'est un problème. Oui, et en fait, je voulais aussi enlever la culpabilité de certains investisseurs entrepreneurs en disant putain, moi je lis pas, ou moi j'ai pas de livre à recommander. À la fin, merde, je suis une merde parce que j'aime pas lire. Les gars, c'est pas grave, hein, tu vois. Donc c'est ça aussi que je voulais juste te dire. Ouais, et puis ça n'empêche pas de réussir, tu vois. Enfin, par rapport à ma définition de la réussite, ça n'empêche pas de faire plein de choses, tu vois. Mais moi, je vais parler avec les gens. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que ton ouverture, ton absorption d'infos intéressantes se fait pas au travers de la lecture ou du contenu à proprement parler, mais plutôt au travers de rencontres et d'échanges. C'est-à-dire que t'es connecté effectivement. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu te forces à aller à des événements, tu t'inscris à tout un tas d'événements dans l'année où tu vas fréquenter des gens. Comment ça se passe ? Ouais, alors je pense que donc des masterminds déjà, dans lesquels je participe, et des masterminds que nous on crée, et en fait le fait même quand tu le crées toi-même en fait, et que tu invites des gens, tu fais intervenir des gens qui toi t'inspirent, là t'apprends plein de choses quoi, et ça te, clairement, tu vois, ça, des fois tu te dis putain c'est incroyable ce qu'il vient de dire là, et ça te fait réfléchir, tu vois. Et moi c'est ça. Et en fait tout ce que j'entends, tu vois, mon cerveau il travaille en permanence, tu vois, il analyse tout et il se dit putain il a dit un truc intéressant là. Hop, ça je vais le mettre en place. Ouais. Bah, t'es plus mastermind que, mais bon, faut pouvoir, parce que c'est vrai que moi je dis souvent, t'as les plus brillants cerveaux de temps en temps, qui sont à ta disposition, parfois couchés sur papier blanc. Donc t'as du mastermind 15 minutes par jour, des fois depuis chez toi, tu vois, sans le déplacement, sans les contraintes, etc., et sans la logistique. Écoute, Guillaume, c'était un plaisir de t'avoir. Encore merci d'avoir pris le temps d'échanger, de partager avec nous. Et tu reviens quand tu veux nous raconter les futurs projets qui sont dans les cartons. Tu nous envoies Émilie pour nous parler d'organisation et de process. Exactement. On fait comme ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut, ciao, ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple,
Il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com.